on va parler de relativité restreinte, c'est important, il faut voir où on en est. Et il y a encore donc tous ces aspects-là, des choses dont on n'a pas parlé, donc droite parallèle, distance, droite, chemin le plus court. Tous ces aspects sont importants à discuter. Et la structure affine. Donc je vais effacer quand même pour qu'on fasse la relativité. Donc gardons ça dans un coin du tableau. Allez. Donc droite. Ok. Alors, qu'est-ce que vous savez de la relativité? D'abord, est-ce que vous avez tous fait un cours de relativité restreinte? Oui, tous, tous. Ok, parce qu'il y a 2 ans, quand j'avais fait ce cours-là, il y avait des gens qui n'avaient jamais fait de relativité restreinte. C'est pas forcément un problème, puisqu'en fait, il y a un moment au cours du cours, je veux dire, où on va s'en servir, mais en fait, on va reconstruire les choses justement sans la notion d'affinité qui est toujours présente en relativité restreinte, mais quand même, comme je l'ai déjà discuté donc, avant la pause, l'élément clé de la relativité restreinte qui est incontournable et qui change tout, y compris conceptuellement, et qu'on retrouve bien sûr dans la relativité générale, c'est la notion d'espace-temps. Donc ça, il faut comprendre qu'on a affaire à un objet géométrique. Et comme je vous disais, ça ne va pas forcément de soi, parce qu'on peut traiter la relativité restreinte de manière opérationnelle, c'est-à-dire, ah ok, quand on change de référentiel, ah, j'avais laissé ça, c'est bien, quand on change de référentiel galiléen, ça se transforme comme ça, plutôt que comme disait Galilée. Ouais, ok, bon, bah, j'applique, et puis j'en déduis des choses. Ah, du coup, intervalle de temps entre 2 événements dépend du référentiel. Bon, ok. Enfin, mais vraiment, le point clé, l'enjeu, surtout si on veut faire de la relativité générale derrière, ce qui est votre cas, c'est de comprendre la notion d'espace-temps. Donc, on va reconstruire ça ensemble en fonction à partir de ce que vous allez me dire là maintenant. Oui, je souligne juste que donc, cette notion de référentiel galiléen, elle est évidemment déjà présente en physique classique, et elle est mystérieuse en réalité, et je voudrais attirer votre attention sur ce fait, puis vous avez sans doute déjà fait la réflexion vous-même. Qu'est-ce que c'est que cette classe de référentiel particulier? D'abord, c'est quoi un référentiel galiléen? Comment on peut définir un référentiel galiléen? Parce que ça, ce que tout le monde sait, c'est ils sont tous en translation uniforme les uns par rapport aux autres. Ok, quand on en a un, on les a tous. C'est bien. Mais je vous donne un référentiel, qu'est-ce qui dit qu'il est galiléen ou pas? Ouais. L'additivité des vitesses, oui. Quand on fait un changement de référentiel, oui, enfin ça répond pas vraiment à la question, mais je le note quand même parce que effectivement c'est un point important, parce que en relativité restreinte, on n'a pas l'additivité des vitesses même dans un changement de référentiel galiléen. Donc, mais je note ça. Oui. Pardon? Oui, oui, absolument. Et comment alors? Juste on dit que si dans un référentiel, un objet dont la somme des forces appliquées est nulle ou qu'il n'y a pas de force, c'est ça. alors c'est ça.
alors il a un mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen. Donc effectivement, et en fait, c'est la loi d'inertie. C'est-à-dire, si on fait rien sur un corps, il ne se passe rien. Donc s'il est au repos, il reste au repos. Ça veut dire qu'un corps ne se met pas à bouger tout seul. Pour qu'il se mette à bouger, s'il est au repos, pour qu'il se mette à bouger, il faut appliquer une force. D'accord. Et ça, c'est évidemment pas vrai dans tous les référentiels. D'accord. Parce que ce corps-là, je fais rien, et il se met à bouger. Et il bouge encore. Pourtant, je fais rien. Ah oui, mais on fait quelque chose au référentiel par rapport au regard. Ah, d'accord. Mais ça veut dire quoi, on fait quelque chose? Parce qu'en fait, là, vous dites que... je me prends moi comme référentiel, pardon pour la... je fais ça. Ah, ce référentiel, il a bougé, c'est pour ça que cet objet a bougé par rapport à celui-là. Oui, mais ce référentiel, il a bougé, ça veut dire quoi? Comment ça, j'ai bougé? Moi, j'ai pas bougé, j'ai toujours mon corps au-dessus de mes pieds, j'ai pas bougé. Là, toujours pareil, j'ai pas bougé. Donc, en fait, il y a un problème quand même. C'est-à-dire que la loi d'inertie, qui a l'air d'être une loi fondamentale et que tout le monde en a l'intuition de celle-là. Je veux dire, vous prenez une fourmi, elle a l'intuition de la loi d'inertie. Elle sait bien que si elle veut faire bouger un truc, il faut le pousser ou le tirer, enfin, il ne va pas bouger tout seul. Ou alors, c'est qu'il y a eu un coup de vent. D'accord, c'est différent, mais il y a quelque chose qui... Donc, alors, quand je dis se mettre à bouger, si déjà on a un mouvement, à ce moment-là, le se mettre à bouger, ça devient changer de vitesse. Mais donc, d'où l'idée de mouvement rectiligne uniforme, etc. Et donc, cette loi d'inertie, manifestement, elle ne peut pas être vraie dans tous les référentiels. Puisque, encore une fois, je me mets à bouger, du coup, ce truc par rapport à moi bouge alors qu'il ne se passe rien. Donc, ça ne peut pas être vrai dans tous les référentiels, et c'est vrai aussi, donc si la loi d'inertie dit que donc, si f égale 0, v égale constante, alors v égale constante en direction et en intensité, en valeur, enfin, hein. Donc mouvement rectiligne uniforme. Donc ce qui est sûr, c'est que si on a loi d'addition des vitesses, et si on a la loi d'addition des vitesses, si la loi d'inertie s'applique dans un certain référentiel, alors elle s'applique dans tous les référentiels en translation uniforme. Puisque du coup, dans tous les autres référentiels en translation uniforme par rapport à celle-là, bah, c'est plus V, c'est V plus la vitesse du nouveau référentiel par rapport à l'ancien. Et donc, si ça, c'est constant, translation uniforme des deux repères référentiels l'un par rapport à l'autre, si ça, c'est constant, alors ce truc-là global est constant dans les mêmes conditions que celle-là, que juste celle-là est constant. Enfin, ça est évident. Donc, OK, si on en a un, on les a tous, à condition qu'on ait cette loi. Ceci dit, c'est vrai aussi en relativité restreinte, c'est ça que je voulais dire. Pourtant, on n'a pas la loi d'additivité des vitesses habituelle. Néanmoins, il reste vrai que la loi d'inertie s'applique dans tous les référentiels en translation uniforme, l'un par rapport à l'autre, à partir d'un qui est déjà lui-même inertiel. Mais on a quand même un problème général qui est de dire, enfin, qui est pourquoi tel référentiel, dans tel référentiel, la loi d'inertie s'applique, et dans un autre, non. Qu'est-ce qui les différencie? Pourquoi il y a des référentiels galiléens et des référentiels non galiléens? Alors, en plus, donc c'est ça. Si on veut caractériser un référentiel galiléen, on dit c'est un référentiel dans lequel la loi d'inertie s'applique. Et après on dit qu'est-ce que c'est la loi d'inertie? Ben, enfin, disons, la loi d'inertie, donc c'est cette loi-là, ah oui, mais elle s'applique que dans les référentiels galiléens. Mais il pourrait aussi ne pas y en avoir du tout des référentiels galiléens, en fait. C'est-à-dire on définit le référentiel galiléen
comme un référentiel dans lequel une certaine loi s'applique, mais on précise bien que cette loi elle ne s'applique que dans ces référentiels-là. Mais donc, en fait, c'est pas vain néanmoins, parce que de fait, il y a des référentiels galiléens, semble-t-il, en bonne approximation. Mais en vrai, si on cherche vraiment à en faire, alors d'abord, on pensait que la Terre était un référentiel galiléen. Ah, pas de chance, elle tourne sur elle-même. Ah, d'accord, mais alors je prends le référentiel géocentrique, etc. Ah oui, mais la Terre tourne autour du Soleil, donc c'est pas vraiment galiléen. Ah, d'accord. Alors je prends le référentiel héliocentrique, ok, Copernic, machin. Ah oui, mais la galaxie. Ah oui, mais la galaxie elle-même est entraînée, etc. Donc, bon, référentiel galiléen, moi j'en ai jamais vu. Je ne sais pas si vous en avez rencontré. Alors, en relativité générale, on ne parle plus de référentiel galiléen proprement dit, on parle de référentiel inertiel. Mais c'est pareil, l'idée, c'est des référentiels où la loi d'inertie s'applique. Et vous voyez, oublions. Vous avez une question? Ouais. Du coup, en fait, le référentiel galiléen, c'est juste une institution qui puisse appliquer quelque chose qui s'appelle la loi d'inertie dedans. Ouais. Oui, mais oui. Enfin, disons, on constate qu'on peut décrire le monde de cette façon-là. Voilà. Et que donc, si là, il n'y a rien, ok, loi d'inertie, mouvement rectiligne uniforme. Mais ce qui est un peu gênant, c'est que ça, ce n'est vrai que si on repère les vitesses par rapport à certains corps particuliers. Mais ces corps particuliers, qu'est-ce qu'ils ont de spécial en fait? Pourquoi par rapport à eux plutôt que par rapport à d'autres? En fait, c'est toujours un peu gênant ça en fait. Parce que qu'est-ce qui singularise un référentiel galiléen? Donc, la réponse que vous avez donnée est la bonne. C'est ce qui le singularise, c'est que la loi d'inertie s'applique dedans. Ok, d'accord, mais pourquoi dans celui-là plutôt que dans un autre? C'est-à-dire, on singularise les référentiels galiléens par le fait que la loi d'inertie s'applique, mais on ne nous dit pas pourquoi il ne s'applique pas dans les autres, en fait. Pourquoi ces référentiels galiléens sont... Qu'est-ce qu'ils ont de spécial qui fait que la loi d'inertie s'applique? Et en fait, la seule réponse qu'on donne, c'est parce qu'ils ont de spécial, c'est justement que la loi d'inertie s'applique. Oui, d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, j'ai pas l'impression d'être très clair. Enfin, en principe, et bon, ça c'est le vieux débat, l'espace est-il relatif, Leibniz, Newton, etc. C'est-à-dire, en principe, à partir de n'importe quel corps solide, je peux construire un espace en m'appuyant sur la notion de distance, etc. Je construis l'ensemble, comme je disais tout à l'heure dans mon référentiel, c'est tous les points qui sont à des distances fixes, fixes par rapport à moi, donc ils sont définis, chaque point est défini par rapport à la distance à mon pied droit, la distance à mon pied gauche, mon épaule, etc. Voilà. Donc, je définis des points qui sont rigidement liés à moi comme référence, ou ce corps comme référence, ou vous comme référence, etc. Donc, les points sont définis par leur distance relative à l'ensemble des points du corps de référence, d'où le nom référentiel. Donc, à partir de chaque corps, on peut définir un espace qui lui est rigidement lié, comme si c'était une extension du corps solide. Ok, donc on peut définir l'espace par rapport à n'importe quoi. Ça marche par rapport à n'importe quoi. Enfin, condition que ce soit solide, parce que si les distances entre les points du corps lui-même bougent, évidemment, on ne peut plus rigidement définir un espace qui lui est lié. Donc, j'ai un corps solide, n'importe quel corps solide est un référentiel. D'accord. Et donc, n'importe quel corps solide permet de définir une infinité de points, enfin, l'ensemble de l'espace. Néanmoins, il y a certains corps qui, dans certaines conditions, définissent un espace qui vérifie la loi d'inertie, et d'autres non. Question, pourquoi? C'est pas clair, en fait. On arrive à le définir que par la propriété qu'il manifeste, mais on ne dit pas pourquoi il la manifeste, cette propriété.
Qu'est-ce qui fait que ce corps-là manifeste cette propriété et celui-là non? Alors on va dire, ah, mais c'est parce qu'il... Alors, la réponse de Newton, qui est problématique parce qu'elle casse justement cette idée d'espace relationnel, que la distance est toujours une distance entre deux points, et qu'à partir d'un corps, donc on peut construire un espace rapporté à ce corps. La réponse de Newton, c'est que, en fait, il y a un espace absolu. Et donc, il y a des points qui sont là, c'est le monde, et donc, on peut être... Et ces points sont en quelque sorte matériellement présents. Alors, matériellement, pas en termes de matière, mais enfin, ils sont fondés, enfin, ils fondent la réalité même. Ces points sont... L'univers, c'est ça, vide ou pas vide, peu importe ce qu'on met dedans, il y a un cadre qui est là, universel, qui ne fait pas référence à des corps. C'est ça le problème, c'est ça que Leibniz ne peut pas accepter, il a bien raison. Et en même temps, Newton n'a pas tort non plus de dire, mais justement, puisqu'il y a certains mouvements objectifs en fait, puisqu'il y a des corps qui ne sont pas des référentiels galiléens. Donc ils sont accélérés, mais accélérés par rapport à quoi? Par rapport à l'espace absolu. Et donc ça veut dire quelque chose, bouger, je bouge. Et Leibniz s'est dit, mais attendez, bouger par rapport à quoi? Sinon ça ne veut rien dire. Sauf effectivement s'il y a un espace absolu, mais qu'est-ce que c'est, puisqu'il n'y a rien qui le matérialise, etc. Mais c'est un peu compliqué, c'est pas simple toutes ces questions-là. Il faut les méditer, je vous encourage à les méditer. Puis après il y a l'expérience du saut de Newton. C'est plus délicat encore, c'est la rotation. Vous connaissez cette expérience du saut de Newton, vous prenez un saut, vous le faites tourner sur lui-même. Vous le prenez au bout d'une corde, je sais pas, vous l'enroulez, puis vous le faites tourner, d'accord? Et il y a de l'eau dans le seau, sinon c'est pas un seau. Et l'eau, évidemment, elle se met, vous connaissez la forme, force centrifuge dans le truc, etc. Ça fait un paraboloïde de révolution, vous pouvez le calculer en fonction de la vitesse de rotation, c'est un exercice classique que vous avez peut-être déjà fait, enfin voilà. Et après la question c'est, mais qu'est-ce que ça veut dire tourner? Parce que s'il ne tourne pas le seau, l'eau est plate, enfin plate, disons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'interface, voilà. Et s'il tourne, ça fait un paraboloïde comme ça. Mais il tourne par rapport à quoi? Ça veut dire quoi, je tourne? Tiens, je tourne. Là, je vous dis, je tourne. Ah, pas par rapport à vous, non. Et donc là, vous allez dire, là, je tourne. Oui, là, je tourne. Mais je tourne par rapport à la pièce. Donc le seau, il tourne, ok, alors je fais tourner le seau par rapport à la pièce, donc c'est la pièce qui détermine quel est le bon référentiel. Mais si je fais tourner la pièce avec le seau, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais tourner la pièce en même temps, je me mets dans une pièce mobile, je fais tourner la pièce, mais ça va quand même être un paraboloïde. Qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qui est le bon référentiel en fait? C'est troublant toutes ces choses-là. Et toutes ces réflexions ont mené Mach en particulier à comprendre en quelque sorte que en fait tourner ça veut dire quelque chose dans l'absolu, mais enfin non justement. Donc Newton dit bah oui justement il y a un espace qui est là et donc je tourne par rapport à l'espace. Je ne sais pas si ça vous gêne cette idée-là qu'il y a un espace qui est là et qui est le truc absolu alors que c'est rien. Donc, parce que, vous voyez, il faut que ce soit rien, mais il faut néanmoins que ça influence la physique. C'est ça le problème. C'est-à-dire, je comprends que les objets influencent les objets. Mais si je fais une expérience dans cette salle, et donc il peut y avoir, peut-être il y a des charges électriques là qui vont influencer ce qui se passe, peut-être qu'il y a une énorme masse ici, un trou noir ici qui va, enfin, pas de relativité générale, il y a une énorme masse qui fait qu'il y a une force de gravitation comme ça, il y a de la pression de l'air, il y a tout un tas de choses qui font que ce que je vais faire là, ça dépend de tout un tas de choses, quoi. Voilà. Mais si je prends toutes ces choses-là qui influencent là, et que je l'amène ailleurs,
Mais tout ce qui influence, je le prends, je le mets ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est ailleurs? Ailleurs par rapport à quoi? Rien n'influence. J'ai pris tout ce qui influence, je l'ai mis ailleurs. C'est comme si je prends l'univers et je le déplace de 10 cm. Vous voyez bien que ça ne veut absolument rien dire. En fait, les influences physiques sont liées à des distances relatives, à des vitesses relatives, mais c'est pas par rapport à un espace abstrait comme ça qui... Parce que... Ou alors oui, il y a un espace, mais du coup qui est concret et qui lui-même a une influence sur les choses. Mais pourtant, l'idée c'est que justement cet espace qui est la référence absolue, ce n'est pas une chose. Les choses sont dedans. Donc, ce n'est rien, mais c'est quand même lui qui détermine ce qui se passe, qui détermine que le seau, il va se... Enfin, l'eau dans le seau, va se... Vous voyez qu'il y a un problème profond, en fait. Et donc, Mach dit, mais en fait, c'est l'ensemble des masses de l'univers qui détermine quel est le référentiel inertiel galiléen, enfin, quels sont les bons référentiels. C'est-à-dire qu'effectivement, le seau, le problème, c'est pas qu'il tourne par rapport à la pièce ici, c'est pas qu'il tourne par rapport au système solaire, c'est qu'il tourne par rapport à l'ensemble des masses de l'univers. Et de fait, c'est le cas. C'est-à-dire que, parce que dans cette pièce-là, que le seau tourne ou qu'il ne tourne pas, oui, c'est par rapport au mur de la pièce. Mais encore une fois, si je fais tourner la pièce avec, il n'y a rien qui change. Et donc, ce n'est pas les murs de la pièce qui influencent la forme du seau. Donc il y a quand même quelque chose dans le fond, dans la structure de l'espace, mais en relation, ça doit être en relation avec quelque chose, parce que sinon, ça ne peut pas être en relation avec quelque chose qui n'influe pas, puisque justement, ça n'influe pas. Donc ça doit être en relation avec quelque chose, et en fait, la relativité générale va rendre tout ça, va rendre ça à nouveau naturel, puisque justement, comme on l'avait écrit là, la géométrie de l'espace-temps est liée à la distribution des masses, enfin, du tenseur stress-énergie, enfin énergie-impulsion, etc. Donc on récupère un moyen en tout cas j'allais dire de résoudre ce conflit, en tout cas de le penser de façon beaucoup plus générale. En fait, c'est pas là que je voulais aller. Je voulais rester... on va revenir sur les référentiels galiléens, mais donc je voulais quand même vous faire voir que il y a une classe de référentiels qui, dans la physique classique, se manifeste de façon tout à fait différente, sans qu'il y ait la moindre explication à ça. Pourquoi certains corps, à partir desquels on fabrique un espace, par les distances, etc., ont une propriété qui a l'air tout à fait naturelle et fondamentale, et d'autres non. Qu'est-ce qui les caractérise? Si ce n'est la propriété elle-même, mais du coup on n'explique rien. C'est ça que je voulais dire en fait. Je n'ai pas réussi à bien le dire. Je sais pas, enfin, vous y réfléchirez. Bon, ok. Je fais ce préliminaire parce que justement la relativité restreinte répond à cette question. Et peut-être vous n'en êtes pas rendu compte qu'elle répond à cette question. La relativité restreinte, étrangement, fait voler en éclats, enfin, disons, j'allais dire, fait voler en éclats la notion de référentiel. En tout cas, nous dispense de cette question délicate des référentiels. Il n'y a plus besoin de référentiel en relativité restreinte. On va dire, mais comment ça, c'est justement ce qu'il dit, comment on passe d'un référentiel à l'autre. Non, mais sauf que, une fois qu'on a l'espace-temps, les référentiels ne sont pas des référentiels au sens pré-relativiste. Les référentiels sont des repères. Dans les petites classes, on nous rabâche, attention, un référentiel et un repère, c'est pas la même chose. Non, un référentiel et un repère, ça n'a rien à voir, évidemment. Un référentiel, c'est ce que j'ai dit, c'est on prend un corps solide, et ce corps solide permet de définir un espace à partir des distances. Tous les points qui sont rigidement liés à ce corps-là, voilà, ça définit, même s'il n'y a pas quelque chose ici, le point existe en tant que la possibilité de manifestation de quelque chose à telle distance de là, telle distance de là, telle distance de là, telle distance de là, etc. Et comme on a un espace en 3 dimensions, vous savez qu'il suffit de 3 nombres pour repérer la position de tous les points dans l'espace. Mais le référentiel, c'est un corps solide.
Voilà, c'est ça. Qui, du coup, permet de repérer des positions par rapport au point du corps solide en question. Donc, il est à nouveau essentiel que ce corps solide ne soit pas déformable, parce que, enfin, c'est la définition du solide, parce que s'il est déformable, alors, du coup, on ne peut plus repérer des points par la position. Donc, vous avez un corps solide, et ça fige un espace. Après, par rapport à un autre corps, ce corps-là peut tourner, du coup, ok, son espace tourne avec, puisque, encore une fois, l'espace, il est construit comme l'ensemble des points à telle et telle distance du corps de référence. Donc ça, c'est le référentiel. Après, au sein du référentiel, vous pouvez faire le repère que vous voulez. Comme je vous dis, on est dans l'espace à 3 dimensions, donc on peut repérer la position de n'importe quel point rigidement lié à ce référentiel par la façon que je dis, à partir d'une notion sous-jacente de distance, soit dit en passant. Parce que sinon, on ne peut pas. Mais justement, il y a cette notion de distance première qui structure l'espace. Très bien. Donc, maintenant, au sein de ce référentiel, je peux repérer chaque point, alors soit en donnant l'ensemble de toutes les distances à tous les points qui constituent le corps, ça marche, mais c'est ultra redondant, évidemment. On sait que dans un espace à 3 dimensions, il suffit de donner 3 nombres, la distance à, voilà, vous prenez 3 ans, voilà, il faut un point qui constitue par exemple, c'est une façon de faire, on peut faire du cartésien, on peut faire du sphérique, on peut faire ce qu'on veut d'ailleurs. L'idée, c'est qu'il suffit de 3 nombres. Donc vous fixez une origine, vous fixez par exemple 3 axes, et puis les projections orthogonales, etc. X, Y, Z, voilà. Okay. Donc, et ça, c'est un repère. Et évidemment, au sein du référentiel, je prends un autre repère, je peux aussi changer de code pour repérer, pour désigner une position à partir de 3 nombres. Je peux prendre latitude, longitude, altitude, altitude, longitude, voilà. Je peux prendre aussi, on va se mettre à 2 dimensions, comme ça je peux faire des dessins. Je peux choisir un système de coordonnées qui fait comme ça. Hein. Voilà, je prends ça comme origine, et puis je compte, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de prendre des droites comme ça, là, alors j'appelle ça droite d'ailleurs, pourquoi j'appelle ça droite? On va y revenir tout de suite. Je peux le faire comme ça, cartésien, standard, de telle... Alors c'est pratique de faire ça, parce que du coup, théorème de Pythagore nous dit que entre un point M de coordonnées x, y et un point M' de coordonnées x', y', je sais que la distance de M à M', qui d'ailleurs est la norme du vecteur MM', eh bien c'est racine de x' moins x au carré, plus y' moins y au carré. Je peux mettre une 3e dimension, etc. Bref, donc c'est pratique, c'est une façon pratique, mais vous pouvez, en coordonnées sphériques, ça va être une autre formule. Bon, très bien. Mais je peux aussi prendre des coordonnées comme ça, il n'y a aucun problème. Vous me donnez, je vous dis ça, c'est 0, vous me donnez 2 nombres, quel est le point à la coordonnée 12 et 3 ? J'y vais 12 fois, 3 par là, et puis je vais trouver le point. Donc, c'est un code qui marche très bien. Et bien évidemment, je peux écrire les lois de la physique avec le code que je veux. Le monde physique se fiche complètement de la manière dont je le regarde. Est-ce que j'ai décidé de prendre un truc comme ça, de l'orienter comme ci ou comme ça ? On fait absolument ce qu'on veut, on est bien d'accord. Donc, bien évidemment, la physique ne dépend pas de la manière dont on la décrit. Et d'où l'idée d'écrire des lois en termes d'objets qui sont des objets intrinsèques à la réalité physique, à l'espace-temps, etc. C'est-à-dire des objets intrinsèques juste dans le sens où ça ne dépend pas de mon système de coordonnées. Et quand on écrit la loi de Newton, celle-là, justement, on a écrit des relations entre vecteurs. Je pourrais écrire... Alors après, je peux me dire, je me mets dans un certain référentiel, dans un certain système d'axes, un certain choix de coordonnées, et après, je peux écrire ça, voilà, égale fx, voilà. Donc ça, c'est la composante de la force suivant l'axe x, etc. OK. Mais il est évident que ça ne pourrait pas être une loi de la physique. C'est quoi le x? D'accord. Les lois de la physique fondamentale, les lois fondamentales de la physique ne peuvent pas dépendre du choix de coordonnées. Ou alors, il faut expliquer comment ces trucs-là se transforment quand on... Et donc, pour expliquer comment elles se transforment quand on change de système de coordonnées, en fait, il faut savoir quel est l'objet sous-jacent dont on parle, en fait, et dont ceci n'est que la composante suivant tel axe.
et que du coup, si je prends un autre axe, bah, voilà comment ça s'écrit maintenant. Hein. Donc en fait, et évidemment, la physique a compris ça très tôt, et donc la loi, c'est celle-ci, et celle-ci est indépendante du système de coordonnées, parce qu'elle est écrite en termes de vecteurs qui sont des choses intrinsèques. Le vecteur existe, l'idée c'est qu'il y a un vecteur force, et il y a un vecteur vitesse. Et ce vecteur vitesse, en l'occurrence, c'est dr sur dt, et donc il y a un vecteur position, et effectivement, alors, ce vecteur position, lui, dépend du point origine qu'on a choisi au sein du référentiel, puisque R, c'est justement le vecteur OM. Et donc là, on pourrait se dire, oulala, mais cette loi dépend du référentiel. Plus que du référentiel, dépend du choix de système de coordonnées, puisque ça dépend de l'origine, puisque R dépend de l'origine. Enfin, si je mets ici D2R sur DT2. Sauf que non, justement. La loi de la physique, une loi de la physique ne pourrait pas être MR égale quelque chose. Enfin, bon, il n'y aurait pas d'évolution s'il n'y a pas de dérivée temporelle, mais oui. Disons, aucune loi de la physique ne peut faire intervenir R à partir d'un point. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? D'accord? Mais justement, cette loi ne fait pas intervenir, en fait, l'origine. Elle a fait intervenir via R, mais via sa dérivée, qui, elle, ne dépend pas de l'origine. Hein, puisque, voilà, si je prends cela, ben, vous savez tous que OM, si je prends un O', ben, c'est OO' plus O'M. Et donc, et justement, si je suis au sein du même référentiel et que cette distance est constante, quand je prends la dérivée, ça fait 0, et donc on parle bien de la même chose. Donc, bon, tout ça est évident, mais c'est important de comprendre que il va falloir exprimer des lois en termes d'objets intrinsèques qui ne dépendent pas de la manière dont on regarde le monde. Et la difficulté avant la relativité restreinte, c'était que, malgré tout, si les lois dépendent, puisqu'on les écrit dans un référentiel galiléen, mais qu'on ne sait pas définir un référentiel galiléen, autrement qu'en disant bah, c'est celui où la loi elle marche. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi elle marche là et pas ailleurs? Bon, je referme cette parenthèse que j'arrête pas de rouvrir. Donc, relativité restreinte. Je ne sais plus comment je suis retombé à nouveau là-dedans. Je pense que c'est à nouveau en parlant d'espace-temps. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous savez de la relativité restreinte et qu'est-ce que vous pensez peut-être ne pas avoir suffisamment bien compris qui nécessiterait une petite... je ne parle pas nécessairement des aspects très techniques, mais au moins conceptuels ou hein, les trucs, l'expérience des jumeaux, là, il y a toujours des choses un peu bizarres, là, hein, les jumeaux de Langevin, comment on peut... Il y en a un qui a vieilli plus que l'autre, ça pose souvent des problèmes. Enfin, là, chez vous, c'est le moment. Ou sinon, juste, qu'est-ce que vous savez de la relativité restreinte? Oui. Oui, absolument. Alors, donc, on a des quadrivecteurs, c'est vrai. Et ça, c'est effectivement la clé de tout, c'est-à-dire ce sont des vecteurs dans un espace à 4 dimensions. Et il y a un pseudo-produit scalaire, effectivement. Donc, alors, donc, je mets deux flèches sur les quadrivecteurs juste pour les distinguer. Donc, on peut, dans cet espace, donc, ça veut dire les lois de la physique, du coup, en relativité restreinte, sont écrites à partir d'objets intrinsèques qui ne sont plus simplement les vecteurs d'espace, le R, le vecteur OM entre deux points, voilà, mais qui sont des vecteurs d'espace-temps entre deux points qui ne sont pas les points de l'espace, mais qui sont ce qu'on appelle des événements. Hein, vous connaissez tous ce terme. Donc on a des événements qui sont caractérisés par une position et un instant. Et le gain... ça, c'est pas nouveau qu'il y a besoin de faire ça pour caractériser un événement. Parce que, justement,
dire telle chose s'est passée à tel endroit, ça ne veut rien dire si on ne précise pas à quel endroit par rapport à quoi. Puisque justement, les points, on peut parler d'un point qu'en référence à un corps qu'on choisit comme référence, donc un référentiel. Or, si je ne précise pas à quel instant je fais référence aussi, eh bien, ce point-là que je caractérise comme étant le point qui est à telle distance, voilà, enfin, donc, qui est repéré au sein de ce référentiel, ce point-là, vu d'un autre référentiel, c'est toute une trajectoire, bien évidemment. Puisque la Terre se déplace, etc. Enfin, ou juste par rapport à ce corps-là, voilà, ce point-là vient de parcourir cette droite-là quand je fais ça, d'accord, par rapport à ça. Donc, si je dis, je parle de ce point-là, évidemment, j'ai rien dit. Si je dis, je parle de ce point-là par rapport à tel système, alors oui, j'ai parlé quelque chose, mais du coup, la loi que j'écris en me référant juste à ce point-là va dépendre du référentiel en question. Alors, par chance, la loi n'en dépend pas si les référentiels sont en translation uniforme les uns par rapport aux autres, mais on retombe à nouveau dans ce problème, c'est quoi un référentiel galiléen? Parce que pourquoi cela et pas d'autres? Et du coup, enfin, je retombe pas dans mon puits là. Donc, par contre, si je dis c'est ce point-là maintenant, alors là, c'est clair. Tout le monde est d'accord. C'est-à-dire, suivant le référentiel, ce sera un. Enfin, en fait, même au sein d'un référentiel, suivant le repère choisi, cet événement sera repéré par des coordonnées différentes, ok, parce que je fais ce que je veux. Et la réalité physique s'en fout. Mais en tout cas, c'est bien déterminé. Je parle d'une chose, donc l'élément élémentaire, l'élément fondateur, fondamental de la réalité physique, c'est l'événement, qui est donc pas juste un point, mais un point à un instant donné. Donc effectivement, j'ai les coordonnées x, y, z. Et par exemple, alors, il se trouve que on peut définir des coordonnées telles que la distance entre les points dans l'espace à un instant donné dans le référentiel dans lequel ce système de coordonnées est établi, etc., est donnée par le théorème de Pythagore, d'accord ? Et il y a cette coordonnée temps qui, jusqu'à la relativité, est considérée comme un truc qui est là, qui est universel pour tout le monde. Ça, par contre, un événement a lieu à un instant, c'est comme ça. Il y a des instants dans le monde, c'est comme ça. Les instants se succèdent, et donc ce qui est ce qui est maintenant, ce qui était avant n'est plus, ce qui sera plus tard n'est pas encore, etc. Voilà. Et donc, effectivement, la particularité, et donc, oui, donc ce temps est extérieur, est commun à tous, donc les lois de la physique peuvent être écrites en termes de vecteurs, parce que le vecteur, lui, ne dépend pas du référentiel, il est ce qu'il est. Alors, pardon, si justement c'est ce que je disais, le vecteur dépend du référentiel, mais les lois sont écrites avec des dérivées qui, elles, n'en dépendent pas, etc. Et elles sont instantanées. Mais donc, en relativité générale, en relativité restreinte, tout ça est combiné et on va voir comment et ce que ça change. Avec, donc, alors on peut écrire, en général on fait comme ça pour des raisons d'homogénéité, voilà. Et donc, on a des quadrivecteurs et donc on les repère dans l'espace-temps à 4 dimensions. Et on a ce produit scalaire, comme vous disiez, ce pseudo-produit scalaire, vous savez, avec le sigmoid ici, et puis donc on a un dx2 plus dy2 plus dz2 moins c2 dt2. Alors moi, ma convention, c'est celle-là. Après, est-ce que vous avez utilisé celle-là ou vous mettez le moins sur les autres? Ah, bon. On aura rarement besoin de l'expliciter, mais en tout cas, ok. En général, j'utilise ça. Mais, enfin, ça change évidemment absolument rien. Ok. Très bien. Alors,
ça, c'est effectivement quelque chose qui est révolutionnaire parce que ça situe. On avait l'habitude de situer les points de l'espace les uns par rapport aux autres, mais la correspondance entre des événements à deux instants différents n'avait pas de sens géométrique particulier, même s'il y avait un sens temporel, c'est-à-dire que justement il y a un temps absolu chez Newton, et donc il y a un intervalle de temps qui est défini comme la différence des deux instants considérés. Mais si on représente les événements du monde dans le monde pré-relativiste, alors je vais le faire à deux dimensions en perspective. Voici le monde à l'instant T1. Tous les événements du monde. Alors, il faut imaginer qu'il y a trois dimensions là-dedans, mais donc il y a ce point-là, il y a ce point-là. Alors, je peux prendre une origine et puis un système d'axes et puis repérer chaque point par un X et un Y si je veux. Bon, d'accord, mais en tout cas, voilà les événements à l'instant T1. Il s'est passé un truc là. Là, il y avait un certain corps. Là, il y avait un corps comme ça qui était là comme ça. Voilà. Là, il y avait un machin rond. Là, et voilà. OK. Donc ça, c'est les événements du monde. Enfin, c'est la réalité du monde à l'instant T1. Et puis, il y a d'autres événements à un autre instant. Donc, par exemple, alors je vais le mettre là exprès. Voilà. Donc ça, c'était le monde à l'instant T1. Et ça, c'est le monde à l'instant T2. Alors, peut-être que cet objet-là, il est là maintenant. Voilà, enfin bref, un machin rond. Voilà. J'ai d'autres événements du monde. Et le truc, c'est qu'il n'y a aucun lien géométrique entre ce monde-là, que je représente ici, mais qui c'était le monde à l'instant T1, voilà ce qu'il y avait, et le monde à l'instant T2, que je le représente comme ça ici, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose, d'accord? C'est d'autres événements. Et il n'y a pas de lien particulier entre eux. Ça, d'ailleurs, ça pose un problème fondamental qui traverse toute la physique, y compris et sans doute avec plus de force encore la physique quantique. Qu'est-ce que c'est qu'un objet? Qu'est-ce que c'est qu'un système physique? Je désigne ici une brosse à effacer. J'ai parlé d'elle comme d'un objet existant, j'en parle encore, vous le voyez tous, vous savez tous à quoi je fais référence, à cet objet-là. Quand j'ai commencé ma phrase, j'avais une brosse entre les doigts, et je dis que c'était la même brosse. J'ai désigné cet objet comme un élément du monde, comme un objet de la réalité physique, comme un corps, qui persiste dans le temps. Je dis c'est le même. C'est-à-dire, je n'ai pas juste identifié la brosse, je réidentifie la brosse à chaque instant. En fait, je l'identifie parce que je suis capable de la réidentifier. Je peux désigner cet objet parce qu'il persiste dans le temps. Qu'est-ce que serait qu'un objet qui n'existe qu'à un instant? D'abord, on ne le percevrait même pas, mais même qu'est-ce que ça voudrait dire en fait? Un objet est objet parce qu'il persiste dans le temps. Et je peux le désigner comme tel du fait de cette continuité temporelle. Sinon, je ne pourrais même pas parler. Vous voyez qu'on a besoin du temps pour identifier des objets dans l'espace. C'est intéressant quand même. Qu'est-ce qu'un objet? Ça, qu'est-ce qu'un système physique de manière très très générale? C'est une question extrêmement profonde en réalité. Surtout s'il n'y a effectivement rien à voir entre maintenant et tout à l'heure et plus tard. Qu'est-ce qui me permet de dire que ce truc-là, c'est celui-là?
Alors qu'en fait, c'est tout à fait d'autres événements du monde. Quel rapport entre eux? Donc il y a l'idée que oui, mais il y a une certaine continuité dans le temps. Continuité dans le temps. Ah! Continuité dans le temps. Donc, alors déjà, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une structure sur le temps. Ça, c'est un truc d'ailleurs que on aurait pu dire tout à l'heure quand on a passé en revue un peu toute la physique classique, enfin juste notre intuition du monde. Il y a une idée très profonde, je la note en passant, c'est que, on a dit, il y a des objets dans l'espace qui évoluent dans le temps. Cette évolution est toujours continue et, donc déjà, il faut qu'il y ait une notion de continuité, pas trivial, ça c'est une notion mathématique, il va falloir qu'on se penche dessus. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Et différenciable en prime. Les lois de la physique sont écrites comme des équations différentielles. M dv sur dt égale F. Ou les équations de Maxwell. Div de E égale ρ sur epsilon 0. Dérivé. Donc c'est différentiable. Je le note en passant parce qu'on retombe dessus là, il y a un problème de continuité. Donc il faut quand même, c'est pas juste les instants se succèdent, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors effectivement, ça, notre intuition l'a parfaitement bien capturé, il n'y a pas besoin de la relativité pour ça. Notre intuition l'a capturé justement avec la notion de durée. Et effectivement, il y a une notion quantitative dans la dimension temporelle, dans l'ordre temporel, dans l'ordre de succession des choses, qui nous permet de dire qu'il y a tel intervalle de temps est 2 fois plus grand que tel autre, je prends mon sablier, etc., comme je disais tout à l'heure. Et donc, on conçoit le temps comme une succession d'instants avec la topologie de la droite réelle, quoi. Enfin, c'est les nombres réels. Okay. Mais du coup, l'instant devient une coordonnée suivant cet axe-là. OK, qui permet donc qui permet d'établir un lien temporel, enfin, en tout cas, et quantitatif, entre la réalité du monde à un certain instant et la réalité du monde à un autre instant. Mais c'est toujours pareil, hein, pourquoi cet objet, c'est celui-là? Alors, parce qu'en général, on ne représente pas les choses comme ça. En général, on les représente comme ça, les choses. On représente le monde à l'instant T1, et puis le monde à l'instant T2, et puis on a le corps ici, et puis, ah bah oui, c'est le même. Parce qu'il y a une continuité temporelle. Et donc, ce corps que je réidentifie, je l'identifie dans le temps, et donc, j'ai une continuité qui est en fait cette espèce de tube d'univers, en fait. Vous voyez que vous avez déjà besoin d'une idée. En fait, on a déjà cette idée-là qu'on exploite après dans les diagrammes d'espace-temps en relativité. Hein. On met le temps, on met x. Alors si on est fort en perspective, on met un x, y. Et puis voilà, on trace ce qu'on appelle la ligne d'univers d'un corps, d'une particule. D'accord ? Et du coup, quand je parle, le simple fait que je parle de ligne d'univers d'un atome, d'un corps, enfin n'importe quoi, implique que je dis bien que c'est le même qu'avant. Il y a une chose identifiée, réidentifiée au cours du temps, c'est la ligne d'univers. Donc, j'ai déjà l'idée, intuitivement, j'ai l'idée que c'est un seul et même objet. La ligne d'univers. Et l'objet vu à un instant, c'est juste, c'est un instantané de la ligne d'univers, mais c'est juste un aspect particulier de l'objet global qui est la ligne d'univers, en fait. Sinon, qu'est-ce qui me permet de dire que, encore une fois, que, enfin, si vraiment le monde est donné dans un instant et il n'y a rien d'autre qui existe que ce qui existe maintenant, encore une fois, c'est vraiment notre intuition, ça. Hein. Le passé n'existe plus. Et le futur n'existe pas encore. C'est pour ça qu'on pense qu'on peut le changer. S'il existe, on ne peut pas le changer. Oubliez le libre arbitre. D'accord? Ça existe, de toute façon, c'est. D'accord? Donc, bref. Donc, ça y est, j'ai oublié.
chaque fois que je fais des digressions, je me perds. Mais c'est pas grave. On va retrouver. Donc, si vraiment ça y est, j'ai retrouvé. Si vraiment les instants sont, enfin, si vraiment la réalité est instantanée et que ce qui existe, c'est ce qui existe maintenant, alors entre ce qui existe à un instant et ce qui existe à un autre instant, ça n'a rien à voir. Et ça, bien sûr que ça nous choque tous. On sait bien que c'est la même craie que tout à l'heure. Voilà. Donc cette continuité, on l'a. Mais c'était pas implémenté dans la physique avant. C'est juste à un autre instant. Je vous dis, c'était implémenté par, ok, il y a un truc qui s'appelle la durée, différence temporelle. Mais quand on représente les choses comme ça, et qu'on pense à la ligne d'univers, on commence à se dire, mais ah, d'accord. Donc finalement, je peux identifier un point de la réalité à l'instant T1 avec un point de la réalité à l'instant T2. Et au fond, je peux dire, en fait, c'est le même point. Alors que ce n'est pas le même événement. Mais je dis, oui, mais c'est un événement qui a lieu au même endroit de l'espace. En tant qu'événement de la réalité physique complète, enfin, en tant qu'événement du monde à 4 dimensions, c'est juste un autre point. Ça n'a aucun sens de dire c'est le même point. C'est un autre point. C'est pas le même moment. C'est un autre point. Ils n'ont jamais coexisté, d'ailleurs, ces deux points-là. Parce qu'il y en a un qui a existé à l'instant T1, l'autre qui a existé à l'instant T2. Mais justement, la présence des objets et la possibilité de réidentifier au cours du temps un truc que je considère être le même, sous un autre aspect ou à un autre moment, cette possibilité me fait dire, ah, mais en fait, ces deux événements, ok, c'est deux événements distincts, mais ils ont lieu au même point. Et en faisant ça, je choisis un référentiel. Parce que justement, je vais dire, mais en disant c'est le même point, ceci n'est vrai que dans un référentiel. Enfin, plusieurs, si c'est par exemple deux référentiels tournant autour du même point, ils vont avoir des points coïncidents, etc. Mais sinon, vous prenez deux référentiels en translation, si c'est le même point pour l'un, c'est pas le même point pour l'autre. D'accord? Donc, si vous représentez déjà avec une vision relativiste l'espace-temps comme une succession, comme ça, d'événements du monde, mais que vous les représentez spatialement, justement. Vous en faites déjà un espace. Vous les représentez spatialement, et vous allez dire, celui-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là. En faisant ce choix, vous fixez le référentiel. Parce que vous pourriez tout aussi bien dire, rien ne vous en empêche, vous pourriez tout aussi bien dire, ce point-là, en fait, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là, et c'est le même que celui-là. Et alors, évidemment, et là, on retombe sur les points de continuité, en fait, c'est le même que celui-là. Alors, voilà, il faut... C'est l'idée qu'il faut que ce soit un peu continu quand même dans le temps pour pouvoir justement réidentifier les choses, pour pouvoir ne serait-ce que parler des objets. Et donc, vous voyez, si vous dites ce point-là, c'est le même que celui-là, que celui-là, que celui-là, c'est-à-dire, en fait, vous suivez un corps. Alors, faudrait faire un objet, voilà. Cet objet, c'est le même que celui-là. Alors, enfin, justement, non. Si vous parlez d'objet, c'est évident. C'est la ligne d'univers, c'est ce que je disais. Alors là, c'est un corps qui est allé un peu vu du référentiel qui identifie ce point-là à celui-là, à celui-là, à celui-là. Référentiel, qui identifie ces points-là. Alors celui-là est allé vers la droite, puisque là, il y avait cette distance-là, distance objective, spatiale dans ce référentiel, etc. Et puis là, la distance, elle est plus grande maintenant. Puis là, par contre, là, maintenant, voilà, c'est devenu 0, puis c'est reparti. Donc là, cette identification particulière définit un référentiel qui a fait ça, comme ça, voilà, why not. Et puis, vous pouvez prendre... Et si vous décidez que celui-là, en fait, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là, vous avez un truc qui va à vitesse constante. D'accord? Donc vous voyez que, en fait, on travaille déjà avec un espace-temps qui a certains aspects géométriques en lui. Disons, pas tout de suite. Mais donc, c'est important de comprendre qu'on parle d'événements qui, si on ne met pas de géométrie justement,
même pas de géométrie temporelle. Or, il y a une géométrie temporelle. Ça, c'est une coordonnée euclidienne. Alors, dans l'espace à une dimension, on va dire c'est un peu bizarre que ça pourrait être d'autres. Ah non, je peux vous définir un autre temps, moi. Je vous définis le temps lambda égale T2, par exemple. Et là, vous allez voir maintenant, dans ce temps-là, dans cette coordonnée temporelle-là, la loi d'inertie ne s'applique plus du tout. Une vitesse constante, c'est un déplacement dr par rapport à ce dt-là, par rapport à d lambda, ça n'est pas du tout pareil. Donc, vous voyez qu'il y a une géométrie dans la direction temporelle, et quand on dit « je prends le temps newtonien », c'est le temps qui permet d'écrire, je prends un temps newtonien, c'est un temps qui permet d'écrire les lois de la physique, justement, mdv sur dt égale f. Si vous mettez lambda, c'est plus du tout là, enfin, ça marche pas, quoi, en fait. Ah, mais vous pouvez écrire, encore une fois, la physique ne dépend pas de la façon dont on repère. Donc, on peut décider de repérer la coordonnée temporelle avec un truc qui accélère puis ralentit, entre guillemets, par rapport à un temps qui serait le vrai temps, justement le temps absolu de Newton. Donc vous voyez, à nouveau, on joue avec on est tellement habitué que le temps, c'est le temps. Ok, c'est maintenant, puis plus tard, et puis il y a une telle distance temporelle entre les deux, et cette distance temporelle a un sens physique. Oui, elle a un sens physique à travers la loi de Newton, c'est-à-dire, il existe une possibilité de choisir la coordonnée temporelle de telle sorte que quantitativement, ça se passe comme ça. Mais je peux aussi choisir la coordonnée temporelle comme je veux. Évidemment, je peux réécrire. Je fais ce que je veux. Le monde s'en fiche. D'accord ? Donc, c'est important. Mais, donc, on a déjà une notion géométrique sur la dimension temporelle, mais ce qu'on n'a pas, c'est l'espace-temps. C'est-à-dire que il y a un lien entre l'écart ici et l'écart là. Et ça paraît complètement fou. Alors, déjà, en physique, en physique classique, mais je dirais même pré-formalisation, où on conçoit le monde donné dans l'instant, et donc deux mondes à deux instants différents, comme c'est des événements différents, ils n'ont rien à voir. J'ai représenté tout à l'heure, j'avais ici le monde à l'instant T1, vous vous rappelez, puis j'avais mis ici le temps à l'instant T2. Mais je pourrais aussi le mettre comme ça, le monde à l'instant T2. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a pas d'idée de forme. Alors, il faudrait que ce soit plat quand même, parce qu'on suppose que notre intuition est que l'espace est euclidien. Et vous savez que ça, c'est plat, hein, d'accord ? Ça, c'est une surface plane, intrinsèquement plane, d'accord ? Contrairement à une sphère. Elle est courbée vue de l'extérieur. Bon, on verra tout ça, hein, bien sûr, ça va être tout l'enjeu. Hein. Ça, c'est un corps qui est... la géométrie de cet objet est une géométrie plane. D'accord ? Vous pouvez tracer des droites. C'est la géométrie euclidienne. Là, c'est un papier quadrillé. Imaginez que c'est un papier quadrillé. Je fais ça, ça ne change rien du tout. C'est plongé différemment dans un espace de dimension supérieure, mais du point de vue du corps lui-même, ça ne change rien. Par contre, si s'il était sphérique, ce ne serait pas pareil. Bon, c'est un peu une parenthèse, tout ça pour dire que je vais insister sur le fait que l'espace-temps concrétise le lien qu'il y a entre des espaces vus à des instants différents. Parce que donc, la grande nouveauté, c'est que on peut définir une distance d'espace-temps, justement le fameux le ds2 là, égale moins c2 dt2 plus 1, où vous allez regarder la distance d'espace-temps, on appelle l'intervalle, je ne sais pas, peu importe, entre ce point-là et ce point-là, ça va être cette distance-là moins celle-là. Au carré, machin. Bon. Et donc, parce que avant ça, que je le représente comme ça, ou que je le représente, alors déjà, que les plans, je pourrais les mettre ailleurs, ça ne change rien. Il n'y a pas de lien.
spatial. Il n'y a pas de lien géométrique entre des événements là et des événements là. Ils n'existent pas en même temps. Donc, c'est pour ça que j'en avais mis un là, un là. Là, j'allais encore plus loin en disant que je pourrais lui changer de forme telle que vue de l'extérieur, mais parce que justement, tout ça est intrinsèque et ça se fiche. C'est justement pas plongé dans un espace extérieur. L'espace, c'est l'espace. D'accord? Donc, il a sa géométrie propre, mais il est pas. C'est ça mon point clé, c'est que l'espace à un instant donné n'est pas situé par rapport à l'espace à un autre instant donné. D'accord? Alors, il est situé temporellement quand même. Et c'est ça vraiment, donc je voulais vraiment vous faire sentir qu'il y a déjà un aspect géométrique dans la dimension temporelle. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule dimension, on ne s'en rend pas compte. Mais si, quand on dit ça c'est une métrique. Hein. C'est calculer la distance entre deux instants. Avec une dimension, ça paraît évident, mais encore une fois, on peut changer la coordonnée, on fait ce qu'on veut. Hein. Le monde est ce qu'il est. Et il a une notion de distance qui est la notion de durée, qui a une pertinence physique. Je l'ai effacé, ça intervient dans le Newton, etc. Hein, donc c'est important. Hein. Mais là, on va un pas plus loin, on donne une structure géométrique à l'ensemble espace et temps. Ce qui fait que, avant de faire ça, c'était exactement pareil de représenter comme ça T1, T2, T3, T4, ou de représenter T1, je mets T2 plus haut ici, puis je mets T3 plus haut ici. Qu'est-ce que ça change? J'ai les mêmes continuités dedans, etc. Ça ne change rien. Ben si! Ben si! En relativité, la distance temporelle se compare à la distance spatiale. Le plan, là, il n'est pas n'importe où plus haut. Enfin, si je mets une certaine échelle ici, après je peux changer d'échelle, etc. Je peux déformer ce que je veux, parce que c'est qu'une représentation du monde. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, enfin, oui, vous avez compris. C'est-à-dire, il y a une traduction fixe, rigide, entre une durée et une longueur, une distance spatiale et une distance temporelle, avec cette structure constante de structure de l'espace-temps qui est C. Voilà. Simplement parce qu'on ne le savait pas avant que mesurer des distances, des longueurs et des distances spatiales et des distances temporelles, donc des durées, on ne savait pas qu'en fait c'était lié, géométriquement lié, un seul et même objet, un seul et même espace. Donc, quand je vous ai fait les unités tout à l'heure, espace, temps, matière, mètre, seconde, kilogramme, bah, ouais, on prend une unité de longueur, voilà, comme on ne sait pas compter les points, parce qu'il y en a une infinité, on dit ça fait 1, on a fait pareil avec le temps, on prend la durée du jour, on divise par 24 fois 3600, et puis voilà, hop, une seconde, ça va être notre... Voilà. Aucun lien entre les deux. Mais en fait, si. Alors, donc, comme on a découvert la structure géométrique de l'espace-temps plus tard, on avait déjà des unités qui avaient été définies d'une façon complètement indépendante, pensant que c'était des choses qui n'étaient pas liées. Du coup, avec les unités qu'on avait choisies, la conversion fait intervenir un nombre. OK. Du coup, ça vaut... c'est comme ça, là, 792. Maintenant, vous savez que c'est un nombre exact. Hein. Voilà. Du coup, mais ce C, c'est juste parce qu'on a choisi des unités particulières, mètres, secondes. C'est pour ça qu'en général, en physique, on dit c'est égal 1, quoi. Enfin, faut arrêter de mesurer le temps et les longueurs avec des unités qui n'ont rien à voir entre elles, alors que justement, dans la réalité physique, elles ont quelque chose à voir entre elles, en fait. C'est le même objet géométrique. Et donc, quand vous faites effectivement une transformation de Lorentz, que vous connaissez tous, donc x' égale gamma x moins vt, y' égale y, alors, en prenant une transformation spéciale dans la direction x avec la vitesse v, avec gamma égale 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2, voilà. Et puis donc ct' égale gamma ct moins vx. On va sur cx, pardon. Justement, c'est égal 1, mais c'est pas égal 1, ça dépend. Voilà. Donc, vous pouvez... Enfin, le temps d'une... Ce qu'on compte comme une durée dans un référentiel,
se mélange avec ce qu'on compte comme durée et comme espace dans un autre. Tout ça est une seule et même chose. Et donc, on peut faire des rotations dans l'espace-temps. C'est quoi une rotation dans l'espace-temps? C'est choisir un autre système d'axes. Dans l'espace du tableau, je peux choisir donc je ne change pas de référentiel. L'espace du tableau, ce référentiel-là, je choisis un certain repère qui suit là, voilà, x, y, pour repérer la position d'un point, voilà. Et puis, voilà, et donc lui, il est à la position x et y, ok, donc c'est le point de coordonnées x, y, voilà. Puis maintenant, je peux choisir un autre repère, c'est évidemment le même monde, etc. Moi, je choisis un autre code, je choisis celui-là, x', y', avec θ ici. Et donc, évidemment, M, maintenant, eh bien, il a d'autres coordonnées, mais c'est évidemment le même point M. Donc, voilà, c'est x, y, mais c'est aussi x', y' dans le repère R'. Et là, c'était dans le repère R. Et donc, vous voyez, une partie de la composante Y est devenue de la composante... Alors, je peux écrire, hein, x' égale cos θx plus sin θy, et puis y' égale moins sin θx plus cos θy, avec ici θ, voilà, etc. Donc, vous mélangez, mais pas parce que... Mais ça choque personne. Évidemment, une distance, c'est une longueur, qu'elle aille par là ou par là, ok, c'est une longueur. Et du coup, je peux faire un cercle. Je prends cette longueur-là, je la mets ailleurs, voilà, je trace un cercle, je dis que c'est à la même distance du point. Eh bien, on peut faire pareil dans l'espace-temps. Ça, c'est juste une rotation dans l'espace-temps. Alors, comme à cause du signe moins, là, ici, là, à cause du signe moins, je vais noter comme ça, c'est ce qu'on appelle une rotation hyperbolique avec des cosinus hyperboliques et sinus hyperboliques au lieu des cosinus et sines dans la matrice de passage. Mais ok, c'est de la géométrie spécifique. Mais après, on peut parler de la géométrie spécifique en l'occurrence, mais le point clé, c'est qu'il y a une géométrie. Et que c'est une seule et même chose. Donc, il y a un espace-temps, mais du coup, qui est ce qu'il est. Et vous voyez qu'on retrouve un espace-temps absolu. L'espace-temps est absolu. Il y a les événements, c'est les événements du monde. D'accord? Et donc, un changement de référentiel dans l'espace-temps, un changement de référentiel, voilà, je passe dans un référentiel en mouvement par rapport à un truc, voilà, etc. Un changement de référentiel, au sein de l'espace-temps qui est absolu, c'est juste un changement d'axe. Un changement de système de coordonnées. Parce que, je vais le refaire mieux, donc, je vais le faire à une dimension sinon, comme je suis très très mauvais en dessin, x, t. Donc en fait, on a compris maintenant, en fait, ça, c'est l'espace à différents instants, à l'instant 0, à l'instant t1, à l'instant t2, à l'instant t3. Donc avant, on pensait que ça n'avait rien à voir, ok, c'est une autre partie du monde. En fait, non, il y a quand même une notion géométrique dans la partie temporelle. La différence de temps veut dire quelque chose, et là d'ailleurs la relativité restreinte l'exprime de façon très claire. Mais ce qu'on a vu donc, c'est que on est capable, en fait, chaque corps physique, par sa ligne d'univers, identifie des points différents au sein de ces espaces qui correspondent à des événements différents, c'est ailleurs dans l'espace-temps. Mais un choix de référentiel, c'est un choix de quel point on va identifier justement ailleurs. C'est-à-dire, ce point-là est ailleurs par rapport à celui-là, puisque ce n'est pas le même instant. Mais je dis que c'est au même endroit de l'espace. Donc j'identifie ces deux points-là. Et ceux-là aussi. Et donc, voilà. Ça, je dis tous ces points-là, en fait, c'est le même. Et ça définit un référentiel. Maintenant, je peux choisir de dire, en fait, non. On va faire ça comme ça. Voilà.
Je vais dire en fait non, ce point-là, en fait, je vais dire que c'est le même que celui-là, et que celui-là, et que celui-là, et que celui-là. Et donc, je dis, tous ces points-là sont le même. C'est pas le même événement, c'est ailleurs dans l'espace-temps. Mais je déclare, c'est le même point de l'espace. Et ça me définit un référentiel. Et donc, ça, effectivement, donc, c'est le référentiel du corps qui se déplace comme ça. Et du coup, cette ligne d'univers qui, dans le référentiel correspondant au choix t et x, est un corps qui se déplace vers la droite à une certaine vitesse. En réalité, pour ce corps-là, ces points étant identifiés, le corps est au repos. Donc en fait, cette ligne d'univers définit le référentiel que le corps définit lui-même. Vous voyez, donc un référentiel, c'est une identification particulière de points. Alors après, vous ne pouvez pas faire, si vous identifiez celui-là, celui-là et celui-là, vous ne pouvez pas en même temps identifier celui-là à celui-là, puis à celui-là, parce que sinon, ça veut dire que, parce que cette longueur-là, justement, elle a un sens. Donc, on a dit, pour faire un référentiel, il faut un corps rigide, puisque c'est lui qui vous permet de définir des points à partir des distances. Il faut que les distances entre les points eux-mêmes soient rigides. Donc, là, je suis qu'à une dimension, mais donc, vous avez un corps ici qui a une certaine longueur, pour lui, voilà, une certaine longueur. Et donc, si vous identifiez ce point-là, celui-là, il doit être identifié là. Alors, si vous étiez à 2D, il a le droit de tourner aussi. Et ça vous fait un référentiel tournant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes contraint, vous ne pouvez pas identifier n'importe quoi, parce que les distances spatiales doivent rester fixes, c'est la définition d'un référentiel. Mais vous voyez aussi, mais néanmoins, vous pouvez choisir d'identifier les points que vous voulez. Mais vous voyez aussi que, en fait, cette histoire de référentiel qui nous occupe depuis pas mal de temps, et depuis toutes vos études de physique, en fait, c'est bidon. Enfin, c'est bidon, c'est-à-dire, c'est juste une façon différente de lire le même espace. Le même espace-temps. L'espace-temps, il est celui-là, et bien sûr, je peux choisir un référentiel comme ça, un référentiel comme ça. Je choisis les axes que je veux, exactement comme dans l'espace. Je peux faire x, y ou x', y', je fais ce que je veux. Je peux même me mettre l'origine ailleurs. Enfin, je fais ce que je veux. Le monde, il est ce qu'il est. Eh bien, le monde, c'est ça. C'est ça l'espace. L'ensemble de tous les événements de la réalité physique, les voilà. Eh bien, je peux lire ça. Alors, c'est un espace à 4 dimensions. Donc, je peux repérer chaque point de cet espace-temps, chaque événement du monde, par 4 coordonnées. Mais la façon dont je choisis mon système de coordonnées, la façon dont je repère, je fais absolument ce que je veux, évidemment. Et ça ne va pas changer les lois de la physique. Donc, il va falloir que j'écrive des lois de la physique en termes d'objets qui ne font pas référence aux coordonnées. C'était déjà le cas avec Newton, mais ça faisait référence aux coordonnées temporelles et spatiales. Ça séparait l'espace et le temps. Et donc, sur la partie spatiale, ça ne devait pas faire référence au système de coordonnées, donc on travaillait avec des vecteurs. Là, maintenant, dans l'espace-temps, il ne faut pas que ça fasse référence au choix d'un système d'axe pour le temps, parce que évidemment, ça, c'est l'axe temporel de ce référentiel-là. Pourquoi? Parce que quand vous vous déplacez dans l'espace-temps sans vous déplacer dans l'espace, vous vous déplacez juste dans le temps. Tous ces points-là sont le même point pour ce référentiel. Donc, qu'est-ce qui les distingue si c'est le même point? C'est juste, c'est pas le même instant. Oui, effectivement, donc ça, c'est l'axe temporel de ce référentiel-là. Voilà, tout simplement. Mais donc, changer de référentiel, c'est changer d'axe. D'accord? Mais vous voyez que c'est un choix de repère, de façon de repérer la position des points qui, eux, sont là, quoi qu'il arrive, indépendamment de la manière, justement, dont on labellise les positions à partir de nombres. Et là, quelle heure est-il? Il faut pas que j'ai tendance à me laisser emporter. Ah, il reste 10 minutes. Ok. Donc, là où la relativité restreinte éclaire tous les problèmes qu'on a eus précédemment, c'est que maintenant, un référentiel galiléen, c'est très simple. Un référentiel galiléen, c'est un référentiel. En fait, c'est un corps solide,
Là j'ai fait une... Je devrais le faire, je vais le faire à 4. Enfin, je vais le faire au moins à 3 dimensions en perspective quand même. Donc voilà le monde. Et donc j'ai un corps ici. Je dis que c'est le même là et que c'est le même là. Voilà. Donc voilà le tube d'univers de ce corps. Alors là, vous voyez, il ne tourne pas, en l'occurrence. Et donc, si je prends chaque point de ce corps, ici, chaque point de ce corps a une ligne d'univers qui, dans l'espace-temps, est une ligne droite. Un corps accéléré, il ferait quoi? Par exemple, là, il va de plus en plus vite, puis il ralentit, puis il part dans l'autre sens, puis il repart par là. Voilà le tube d'univers d'un corps. Je peux très bien identifier ce point-là à celui-là, c'est ailleurs de toute façon, mais je dis c'est le même en fait, c'est le même. Et puis celui-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là. Oui, ça me définit un référentiel. Chaque corps définit un référentiel, parce qu'à partir de lui, enfin un référentiel au sens habituel de la physique, c'est à partir de lui on peut définir, on peut désigner des points à partir des distances, etc. Je fabrique l'espace qui suit avec lui, mais cet espace, il ne représente rien. La vraie réalité physique, géométrique, c'est l'espace-temps, et là-dedans, on peut le lire comme on veut, et donc, les lois de la physique ne se passent pas dans un référentiel, elles se passent dans l'espace-temps. Maintenant, effectivement, il y a certains référentiels particuliers, et maintenant on peut dire qu'est-ce qui les distingue des autres, dans lequel la loi d'inertie s'applique, si on ne fait rien, le corps qui est au repos reste au repos, etc. Maintenant, on peut dire, ce qui caractérise ces référentiels-là, ce n'est pas que la loi d'inertie s'applique, c'est justement, on veut savoir pourquoi elle s'applique dans ces référentiels. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont dans l'espace-temps un mouvement rectiligne. Les lignes d'univers de ces points sont des droites. Et ça, c'est une réalité objective. C'est pas pareil, une droite et pas une droite. D'accord? Et effectivement, les droites, c'est différent. Ben oui, les référentiels galiléens, c'est différent. Parce que, justement, ils ont ce mouvement particulier. Très bien. Et en fait, la loi sous-jacente derrière, la loi d'inertie, qui, si on l'énonce en termes newtoniens, est une loi qui n'est pas très facile à énoncer. Il faut dire, c'est-à-dire ça prend du temps. Il faut dire, donc c'est quoi la loi d'inertie? Dans un référentiel galiléen, un corps soumis à aucune force, ou une résultante des forces nulles, dans un référentiel galiléen, un corps soumis à aucune force reste au repos s'il est au repos, ou s'il a une vitesse, garde la même vitesse, enfin, a un mouvement rectiligne uniforme par rapport à ce référentiel. Enfin, on peut peut-être le dire un peu plus simplement que ce que je viens de faire là, mais enfin, il faut préciser rectiligne uniforme, et dans un référentiel galiléen qui, par ailleurs, n'est pas caractérisé, il faut juste dire, c'est cela. Ah bon, pourquoi lui plutôt qu'un autre? Ok, c'est comme ça. Ouais, vous voyez que c'est compliqué. À partir du moment où on a la perspective spatio-temporelle, ça devient complètement trivial. Un corps soumis à aucune force va tout droit. Point. Un corps soumis à aucune force va tout droit dans l'espace-temps. Parce qu'un corps se déplace, qu'on le veuille ou non, dans l'espace-temps. En tout cas, les corps que justement on définit comme des choses qu'on réidentifie d'instant à un instant, aucun corps ne se déplace pas, puisque le temps passe. Le temps passe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, encore une fois. Hein. Ce n'est pas une théorie de ce que c'est que le temps. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que le temps. Mais voilà. Même l'idée de réidentifier montre bien qu'il y a une chose, c'est plus, et maintenant c'est... Voilà, donc il y a cette dimension temporelle. Ok, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est là, et je m'appuie là-dessus. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la ligne d'univers, ça ne peut pas être autre chose qu'une ligne droite? Alors, ça peut être autre chose, mais du coup, ça, c'est pas un référentiel galiléen. Mais vous voyez qu'il y a une réalité objective derrière. C'est pas, je définis plus le référentiel galiléen comme celui où magiquement il y a une certaine loi qui s'applique. Le référentiel galiléen est un référentiel dont chacun des points, dont la ligne d'univers de chacun des points est une droite dans l'espace-temps. Et en fait,
Et donc, oui, et la loi d'inertie est considérablement simplifiée. La loi d'inertie, d'ailleurs, on peut définir, enfin, on peut réexprimer la loi d'inertie sans même faire référence à quelque référentiel que ce soit. En disant juste, un corps soumis à aucune force a un mouvement rectiligne dans l'espace-temps. Point. Un corps soumis à aucune force va tout droit. Terminé. Vous voyez, vous voyez comme quoi, en fait, ça simplifie énormément d'avoir capturé, d'avoir compris, enfin, le lien géométrique entre l'espace et le temps. On a un seul objet, c'est l'espace-temps, et au sein de cet objet, on peut identifier des points entre différents plans, et ça définit un référentiel. Mais vous voyez qu'en fait, on n'a plus besoin de référentiel. Ça sert à quoi, la notion de référentiel, en fait? Un référentiel dans l'espace-temps, c'est un choix de système de coordonnées. Donc, bien sûr, ça sert, quand on veut faire un calcul, enfin, de même que voilà, quand vous faites un exercice de physique classique, bah, vous vous mettez dans un certain système de coordonnées pour faire un calcul et obtenir un nombre à la fin. Mais les lois de la physique ne peuvent pas être écrites en référence au système de coordonnées. De la même façon, les lois de la physique n'ont pas besoin de parler de référentiel. Les lois de la physique décrivent ce qui se passe dans l'espace-temps, et après, ce qui se passe dans l'espace-temps, vous le lisez, vous le traduisez, vous le projetez sur les axes que vous voulez, sachant que chaque système d'axes avec des droites, avec des axes qui sont des droites, comme dans un système cartésien, chaque système de coordonnées avec des axes qui sont des droites comme ça est un référentiel. En l'occurrence, galiléen, quand les axes sont droits. Mais exactement comme tout à l'heure, quand j'essayais de repérer des points dans l'espace avec des lignes courbes, je peux aussi, dans le même espace-temps ici, je peux décider de choisir un système de coordonnées qui fait ça. Aucun problème. Les lois de la physique, elles seront toujours valables. Donc il va falloir trouver un moyen d'exprimer les lois de la physique en des termes qui ne font pas référence à la manière dont plus tard je voudrais lire le truc pour pouvoir calculer un nombre par rapport à une vitesse d'un truc par rapport à un autre, etc. Je dois trouver une expression des lois de la physique exactement équivalente de la loi de Newton. Je vais mettre comme ça, d de r sur dt égale f, qui s'exprime de façon, de façon intrinsèque, avec des objets intrinsèques de l'espace-temps, sans référence à un système de coordonnées. Eh bien, la généralisation de cette loi, vous la connaissez tous. Vous l'avez vue en relativité restreinte. La voilà. Voilà. Ici, c'est pas... pardon, et là, c'est tau. Parce que du coup, il n'y a pas un temps universel. Il va falloir qu'on y vienne. Alors, c'est quoi le temps propre maintenant? Ben, c'est très simple. Rien n'est plus simple que ça, puisque comme on l'a dit, alors je reprends, donc ça c'est l'espace vu d'un certain système de coordonnées. C'est l'espace-temps. Mais l'espace-temps, il est ce qu'il est, il se fiche de savoir les axes qu'on choisit dessus. Mais en particulier, je peux choisir ceux-là. Dans ce choix, alors, d'ailleurs, enfin, je peux prendre des coordonnées, donc je suis en relativité restreinte, hein, donc je peux prendre des coordonnées telles que, effectivement, la distance entre deux points voisins s'écrive comme ça. La racine de ça, du coup c'est un pseudo-distance, parce que ça peut être négatif suivant où on est dans le cône de lumière, enfin peu importe, hein, on s'en fiche. J'ai encore fait une digression, je me suis reperdu. Donc, ça, c'est l'espace-temps. Oui, voilà. Donc, je peux choisir dans cet espace-temps, ben si, c'est ce que j'ai déjà dit, un système de coordonnées. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le temps propre, merci. Merci. Oui, le temps propre. Donc, voilà, voici la ligne d'univers d'un corps. Il accélère par là, il ralentit, il en arrière. Bon. Donc, ceci est la ligne d'univers dans le corps. C'est une trajectoire dans l'espace-temps. En fait, chaque corps a une trajectoire dans l'espace-temps, qui est ce qu'elle est. Bon, okay. Mais, justement,
par rapport à lui-même, si on prend lui comme référentiel, par rapport à lui, bah, il ne s'est pas déplacé dans l'espace. Il est toujours là où il est, par rapport à lui. D'accord ? Et donc, il s'est déplacé dans le temps, juste dans le temps. Donc, ça, donc la longueur de ce chemin-là, bah, c'est la durée qui s'est écoulée. De même que la longueur de ce chemin-là, le point qui est resté toujours au même point ici, 0 dans ce système d'axes, bah, là il y a eu un certain intervalle de temps, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Il s'est déplacé que dans le temps. Enfin, chaque corps, en fait, un corps ne se déplace que dans le temps. Par rapport à autre chose, il se déplace aussi dans l'espace, d'accord, mais par rapport à lui-même. Donc, la ligne d'univers d'un corps mesure son temps. Enfin, disons, est parcouru au rythme de son temps propre. S'il y a une horloge, il n'y a que le temps qui passe, quoi. Juste, il ne se déplace pas. Mais c'est complètement évident, on est d'accord. Donc, en fait, donc le temps propre ici, il est complètement objectif. C'est le temps propre. Enfin, chaque ligne d'univers peut être paramétrée par une coordonnée. Exactement comme on l'avait fait déjà avec Newton. Il y a une coordonnée temporelle. On n'a pas l'habitude de penser comme ça. On pourrait changer de système de coordonnées, etc. Mais il y a une coordonnée naturelle dans le temps. Naturelle au sens où ça fait partie de la nature. Ça a une réalité physique. La notion de durée a un sens. Il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui s'appelle durée, qui se voit très bien, par exemple, dans un processus radioactif. Il y a des choses étranges avec le temps, hein, qu'il faut méditer aussi. Mais en tout cas, voilà. Donc, et donc, ce dont on avait l'habitude, c'est des référentiels galiléens, c'est-à-dire des droites, enfin, un choix d'axe de système de coordonnées où la dimension temporelle est une droite dans l'espace-temps. Et bien évidemment, quand on fait ça, la différence entre deux événements, c'est la durée qui s'est écoulée. Bah, ceci est vrai à chaque instant. Que la ligne soit courbée ou pas, bah, de toute façon, c'est continu et différenciable, c'est ce que j'avais écrit ici, là. Donc de toute façon, cette ligne d'univers est toujours continue et différenciable. Notez au passage qu'il va falloir qu'on explique ce que ça veut dire dans une géométrie quelconque. Bon, mais... donc, à chaque instant, bah, il y a un petit bout de droite ici, et donc évidemment, tout ce qui se passe, c'est que le temps s'écoule, et puis là, donc il y a un petit dt, puis un petit dt, enfin, un petit dt qui du coup est un déto, on l'appelle comme ça. Et donc, la longueur d'une ligne d'univers, c'est le temps qui s'est écoulé le long de la trajectoire. Voilà, c'est tout. Donc, c'est très simple. Et ça restera vrai en relativité générale. C'est-à-dire, là, tout ce que j'ai dit là, j'ai fait aucune hypothèse sur la géométrie de l'espace. Enfin, si, sauf en disant que la longueur se calcule comme ça, dans ces coordonnées-là. Mais sinon, conceptuellement, voilà, il y a l'espace-temps. Et ça ne change pas. C'est vraiment le pas majeur de la relativité restreinte, c'est que il y a un lien géométrique de mesure. Alors, oui, on introduira aussi une mesure, mais déjà de continuer. Enfin, il y a un lien géométrique entre des distances temporelles et des distances spatiales. Et le choix d'une direction temporelle et d'une direction spatiale est complètement arbitraire. On pourrait même choisir des axes qui n'ont pas de dimension de direction temporelle. Enfin, justement, c'est un espace vectoriel sous-jacent. Vous reconstruisez n'importe quel vecteur là-dedans, à partir de n'importe quelle base. Vous prenez la base que vous voulez. Il faut juste que ce soit des vecteurs indépendants. Voilà. Et vous reconstruisez ce que vous voulez. Donc, ça, c'est quelque chose qui est annexe. C'est comment on va décrire en termes de coordonnées le monde. Mais ce qui est important, c'est quoi les lois du monde? Et ces lois, encore une fois, doivent s'écrire en termes d'objets qui sont intrinsèques. Dans l'espace à 3D newtonien, c'était les vecteurs de l'espace. Dans l'espace à quadridimensionnel, c'est les quadrivecteurs. Et il se trouve que la loi est la même. Et donc, on retrouve la loi d'inertie, justement. La loi d'inertie nous dit si ça, c'est 0, eh ben, d2r sur d2, 2, pardon, il manque le 2, égale 0, c'est bien une droite. C'est la définition d'une droite. C'est une droite dans l'espace-temps.
Et ça a un sens de dire une droite dans l'espace-temps. Encore une fois, s'il n'y avait pas une distance fixe ici qui a un sens, c'est-à-dire si la distance temporelle n'était pas liée à la distance spatiale, une droite, ça voudrait rien dire, puisque ça veut dire que je pourrais augmenter ça comme je veux, et du coup, ça changerait... vous voyez, enfin... ouais, non, si je reste cohérent, une droite resterait une droite. J'allais dire, si je les espace tous, ça resterait une droite. Si je les espace d'autant. D'accord. D'accord. Bon, ok, donc je retire. Bah, enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, je crains qu'il soit l'heure. Ah, il est l'heure. Bon. Alors, on a encore plein de choses à dire. Ben, on fera la prochaine fois. Et puis, donc, on finira cette introduction générale et puis on commencera à parler de la structure géométrique, enfin, de construire l'espace-temps à partir de rien. Oui.